D'accord. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté par rapport en fait à la notion de classe et l'héritage entre les classes. Et on a dit que Java, normalement, permet de faire l'héritage, mais un héritage qui est simple. Ça veut dire une classe peut hériter d'une autre classe, uniquement une classe. On ne peut pas avoir donc là un héritage multiple, ça veut dire une classe qui peut hériter de plusieurs classes. Et donc là, une solution qui serait proposée par suite, on va la voir plus tard. Donc c'est l'intégration des interfaces qui nous permet en fait d'intégrer plusieurs interfaces dans la même classe. Et donc maintenant, dans l'héritage qu'on a fait la dernière fois, donc là, supposons vous avez, donc là, ça, c'est ce qu'on appelle la classe mère, personne, donc qui hérite de, normalement étudiant, elle hérite de cette classe-là, personne. La même chose, professeur, elle hérite de personne, administrateur aussi, on hérite bien de personne. Et donc là, ça c'est un héritage simple, ça veut dire les trois sous-classes, en fait, elles héritent de la superclasse qui est personne. Bon, on sait plus, ce n'est pas le cas. On sait plus, on peut avoir donc là un héritage multiple. Ça veut dire une classe étudiant peut hériter à la fois, par exemple, de personnes, peut hériter, par exemple, d'une autre classe. Et donc, ce n'est pas le cas pour Java, en fait. La dernière fois aussi bien, donc là, on a vu, en fait, pour hériter, en fait, pour faire l'héritage, c'est-à-dire là, on a dû utiliser le mot-clé extends. Et donc, extend, ça permet en fait de faire le lien entre la classe étudiant, qui est la sous-classe, avec la classe ou bien la superclasse, qui est personne. Et donc, là, extend, ça permet en fait d'étendre la classe étudiant, ou bien d'étendre la classe plutôt personne, pour avoir une sous-classe étudiant. D'accord? Et donc, ceci dit que toutes les méthodes qui sont déclarées publics au niveau de personnes, ils seront hérités par étudiant. Donc, étudiant va hériter tout ce qui est public, déclaré public par personne. Alors, donc, c'est ça. Donc là, c'est-à-dire la dernière fois, on a dit que tous en fait, les objets JavaScript, normalement, vous avez un superclasse. Donc, tous les objets, normalement, héritent des classes. Donc, si vous ne faites pas l'héritage, déjà, vous avez un objet qui hérite en fait de la superclasse de tous les objets qui est object. Donc, tous les objets en fait de JavaScript, elles héritent de object. Ça, c'est la racine. On a dit que lorsque, normalement, vous avez une superclasse, lorsque vous avez une superclasse, d'accord, et lorsque vous voulez déclarer une sous-classe, d'accord, par exemple, vous avez la superclasse ici, c'est ellipse, et la sous-classe qui dérive de ellipse, c'est cercle. Et donc là, lorsque vous allez à construire, en fait, ou bien lorsque vous allez faire appel au constructeur, il faut absolument appeler le constructeur de la superclasse. Et donc là, pour appeler le constructeur de la superclasse, donc là, la dernière fois, on a vu la méthode super. Super, ça permet en fait d'invoquer d'une manière directe le constructeur de la superclasse. Dans ce cas-là, c'est ellipse. Et donc là, super, on a dit que ça, c'est l'appel du constructeur de la superclasse ou bien ce qu'on appelle la classe mère. Est-ce que c'est bon jusqu'à l'instant? Bon, s'il vous plaît, donc essayez de faire donc un petit effort pour avoir un feedback. Comme ça, donc là, je vais savoir est-ce que tout le monde est en train de m'entendre? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. D'accord. Donc, ça, c'est une petite révision par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Et donc, on a aussi défini la dernière fois le mot-clé final. Et donc, le mot-clé final, lorsque il précède une classe, ça veut dire que cette classe-là ne peut pas être une super classe pour une autre classe. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une autre classe qui va hériter de cercle. Ça veut dire là, je vais empêcher l'héritage à partir de cercle. Donc ça, c'est la définition du mot-clé final si je le mets à côté en fait d'une classe.
Et après, on a dit que maintenant, donc là, ça c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Et ça, on devrait s'arrêter un moment pour se rappeler de ça. En fait, lorsque vous créez donc E, lorsqu'on crée E, lorsque je crée E, qui est en fait un objet de la superclasse ellipse, et je crée par conséquent en fait le cercle C, qui est la sous-classe, qui est étant de ellipse. Donc automatiquement ici, donc là pour le cercle, vous avez un seul paramètre. Donc qui est le cercle, donc là vous avez ici le double R. Donc vous avez un seul paramètre. Mais bien sûr, donc là à l'intérieur de constructeur, je devrais normalement initier le constructeur de la superclasse ellipse. Donc, puisque le constructeur de ellipse, normalement, dispose de deux attributs, donc là, il fallait faire ici super, et donc là, je mets R, R, comme ça, le R1 et R2 pour le cas de cercle, ils sont égaux. C'est la même chose. Donc là, je peux dire que cercle, c'est un cas de figure de ellipse. Donc, si vous avez un ellipse qui a deux rayons, voilà, donc là, qui sont égaux, donc là, vous avez deux rayons égaux. Donc là, ça, c'est l'ellipse. Ça, c'est l'ellipse. Et donc là, si vous avez, donc ça, c'est le R1, ça, c'est le R2. Donc, si R1 est égal à R2, ça devient en fait un cercle. D'accord? Et donc là, on va appeler le constructeur ici, on va appeler le constructeur avec R et R. On est obligé parce que le constructeur de ellipse contient deux paramètres. Et dans ce cas-là, donc là, c'est la même R. Voilà, donc ça, c'est cercle. Après, en fait, si vous faites E.area, donc E, ça, c'est un ellipse. Donc là, pour le compilateur, donc là, il va chercher la méthode area qui se trouve dans la classe ellipse. Donc, c'est celle-là. Elle va invoquer ça. Et donc là, pour le C, bien sûr, donc là, elle va invoquer le area. Donc là, le area normalement de l'objet cercle, il serait hérité de ellipse. Donc là, ce que vous avez ici déclaré public, il serait hérité par le cercle. Et du coup, donc là, vous allez exécuter en fait le area que vous avez en fait hérité de ellipse. D'accord? Donc là, le instance of, ça permet de savoir est-ce que normalement, cercle, c'est une instance de E. D'accord? Voilà, donc là, bien sûr, donc là, E, c'est une instance de ellipse, mais E, ce n'est pas une instance de cercle, parce que E, en fait, c'est la superclasse. Ce n'est pas une instance de la sous-classe. Mais l'inverse, elle est correcte. Donc, si vous faites C, bon, déjà, C, c'est une instance de cercle, c'est évident. Et C, c'est une instance aussi de ellipse parce que c'est la sous-classe. Donc, une sous-classe, normalement, c'est une instance de la superclasse. Alors, maintenant, on va essayer de parler un petit peu du polymorphisme. Bon, le polymorphisme, comme le nom indique, donc polymorphisme, ça veut dire qu'on change en fait la forme. On est en train de changer la forme de l'objet. Et donc, si vous mettez E est égal à C, bon, ça va passer parce que E, en fait, E, c'est la superclasse. D'accord? Elle peut recevoir la sous-classe. D'accord? Donc, une superclasse, un objet de superclasse peut recevoir un objet de sous-classe. En fait, on peut faire donc ce passage par référence. D'accord? Et donc, E, ça devient E, c'est une instance maintenant de cercle, c'est true, parce que E, en fait, il contient un objet de type cercle. E, c'est une instance d'ellipse. Toujours elle est true parce que la référence de E, c'est toujours ellipse. Donc, E ici, donc la référence, c'est ellipse, mais le corps, c'est un cercle. D'accord? Si vous faites maintenant donc E.getRadius,
Donc ici, vous avez E.getRadius. Ça ne va pas passer parce que le corps maintenant de E, le corps, je parle du corps, c'est un cercle. Le corps, c'est un cercle. D'accord? Et donc là, ici, si vous mettez E.getRadius, donc là, il va trouver le getRadius, mais le compilateur va créer une erreur. Pourquoi il va créer une erreur? Parce que, en fait, le E pour le compilateur, quoique il pointe sur un objet cercle, mais le E, il est toujours de type ellipse. Et ellipse, ici, on n'a pas une méthode getRadius. Donc là, pour le compilateur, ça va créer ce qu'on appelle une confusion parce que la méthode getRadius ne se trouve pas dans la classe ellipse. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes, normalement, vous suivez avec moi? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non. C'est bon, vous suivez avec moi? Donc ça, c'est très intéressant pour comprendre le polymorphisme. Donc, je répète, s'il vous plaît, lorsque vous faites E est égal à C, ça veut dire au niveau de la mémoire, donc là, je vais un petit peu schématiser les choses pour voir du près donc, ce que je suis en train de raconter. Donc, ça, c'est le E, d'accord? Et ça, c'est le C qu'on a créé au départ. Ça, c'est la référence. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le E, elle va référer sur un objet. Ça, c'est l'objet cercle. Ça, c'est un objet. Donc, avec R1 est égal. Donc là, ça, c'est R1. Donc, R1 est égal et R2 est égal. Donc, ça, c'est l'objet. Donc, E, elle pointe sur ça au départ. D'accord? Et C, elle pointe sur un autre objet qui est de type cercle. Donc, vous n'avez que R ici à l'intérieur. D'accord? Ici, vous avez R1 et R2. Au départ, ça, c'est ça ce qu'on a au départ ici. Donc, après, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, E est égal à C. Ça veut dire maintenant que ce E-là, il pointe sur un objet de type cercle. E, elle pointe sur un objet de type cercle. Donc, bien sûr, le garbage collector, il va se charger de détruire cet objet-là parce qu'il n'est plus référencé par une référence. Maintenant, lorsque vous essayez de faire E.getRadius, bon, c'est vrai que getRadius ici, donc ça se trouve là dans le cercle. Vous avez le getRadius. Mais pour le compilateur, le E, normalement, c'est une référence de ellipse. Le E, c'est une référence de ellipse. Et donc là, elle va chercher au niveau de la classe ellipse. Elle ne va pas trouver ici une méthode qui est donc getRadius. Et donc pour lui, donc là, ça va créer ce qu'on appelle une erreur. D'accord? Donc ça, c'est une erreur pour le compilateur. Voilà, donc ça, c'est juste normalement pour résumer donc là, ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, pour normalement, pour le faire, en fait, on a défini la dernière fois ce qu'on appelle le transtypage ou bien le casting. Ça veut dire qu'on va changer la forme de l'objet. Donc là, l'objet, c'est-à-dire là, on va essayer de changer la forme de cet objet E de telle manière à ce qu'il devient donc là purement un cercle. D'accord? Donc là, il devient un cercle. Et donc là, le casting, ça permet en fait de... C'est-à-dire là, donc là, je suis en train de faire la même chose que tout à l'heure. Donc A est égal à B, alors que A, normalement, il pointe sur un objet de la classe A et B, il pointe sur un objet de la classe B. Et donc là, si on essaie de faire A.var, quoique B maintenant, ou bien A, elle pointe sur un objet B, ça veut dire que vous avez le var, mais en fait, le A, elle est toujours de référence A. Donc, pour le compilateur, ça va générer une erreur. Et donc là, ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'on appelle un sous-casting ou bien un transtypage. Ça veut dire, je disais au compilateur, tiens, voilà, quoique ça, c'est un objet de type A, mais en fait, vous pouvez le transformer sous forme d'un objet de type B. Et donc, à ce moment-là, je sais bien que A, maintenant, il pointe sur un objet B,
D'accord? Et donc là, à ce moment-là, donc là, ça va passer pour le compilateur. Et donc tout à l'heure ici, qu'est-ce qu'il fallait ajouter en fait pour que ceci normalement marche bien? Donc pour ne pas générer une erreur ici, qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter ici? À cette instruction-là, pour ne pas générer une erreur. Oui, j'attends vos réponses. Donc, qu'est-ce qu'on devrait ajouter ici? Donc là, on sait bien que E maintenant, le E, qu'est-ce qu'on a dit? Donc là, le E, normalement, elle pointe sur un objet cercle, mais la référence de E, elle est toujours en fait une ellipse. Donc là, ici, avant d'appeler E, donc on doit faire ce qu'on appelle un transtypage. Je disais que ça, c'est en fait, ça, c'est cercle. Donc là, il faut écrire ici cercle. D'accord? Donc là, il faut écrire cercle avant le E pour dire, entre parenthèses, d'accord? Pour dire en fait que E, ça, c'est pas normalement une ellipse. Donc là, on va changer le type de E. Ça, c'est le transtypage ou bien le casting. On disait que E, normalement, maintenant, vous pouvez la considérer comme étant en fait un cercle. Et comme ça, donc là, on peut récupérer le getRadius. Est-ce que vous avez compris le transtypage? S'il vous plaît, donc là, un peu d'interaction pour bien animer le cours. Oui, monsieur. Tout le monde? Il n'y a que un ou bien deux étudiants qui interagissent avec moi. Oui, monsieur. D'accord. Donc là, le transtypage, c'est ça lorsque vous avez une référence qui pointe sur un autre objet de d'autre type, d'une sous-classe. En fait, on peut normalement changer son type pour que l'instruction en fait passe bien au niveau du compilateur. Voilà, donc ça on l'a fait donc là la dernière fois. Maintenant, on est en train juste normalement de faire un petit rappel. Bon, on a parlé la dernière fois aussi de la surcharge de méthode. Qui peut me rappeler de quoi s'agit-il? C'est quoi la surcharge de méthode? Redéfinir une méthode. Il y a donc la redéfinition et la surcharge. Donc, Oui. surcharger, c'est différent par rapport à redéfinir une méthode. Quelle est la différence entre surcharger et redéfinir une méthode? Ajouter des autres. Exactement, exactement. Oui. Voilà, donc supposons vous avez, donc là on va donner donc un exemple concret pour comprendre. Donc sachant que la notion de surcharge et redéfinition et polymorphisme sont liées directement avec l'héritage. Donc là, lorsque vous parlez de surcharge, redéfinition et polymorphisme, normalement c'est fait lorsque vous faites l'héritage. Donc supposons vous avez la classe 1 dans laquelle vous avez la méthode salut. Donc, vous avez la méthode salut dans la classe 1. Et vous avez une méthode salut aussi dans la classe B qui hérite de la classe 1. Bon, regardez ici. Donc, il s'agit du même nom de fonction. On a la même fonction. Mais ce qui est différent, c'est que ici, on n'a pas, par exemple, ici, on n'a pas de paramètres dans la fonction. On n'a pas de paramètres ici. Mais ici, vous avez un paramètre qui est passé. Ça veut dire que cette fonction-là, quoique elle porte le même nom, mais les paramètres sont différents. Ou bien, des fois, on peut trouver même le retour différent.
Donc ici, c'est void, void, c'est la même chose. Mais on peut avoir des méthodes qui portent le même nom, mais le retour, elle est différent. Et donc, à ce moment-là, je parle de surcharge. On parle de surcharge. Si vous avez le même nom avec les mêmes paramètres et les mêmes retours, là, on parle donc là de la redéfinition. Donc, je disais, la plupart maintenant des langages de programmation orientée objet, et bien sûr Java n'échappe pas de cette règle. Les langages normalement de la programmation orientée objet, ils permettent de faire la surcharge et la redéfinition des méthodes, c'est-à-dire les méthodes qui ont été déclarées dans la classe A, on peut le redéclarer en fait dans la classe B, qui est la sous-classe. On peut changer les paramètres, et là on parle de surcharge. On peut garder les mêmes paramètres, et là on parle de redéfinition. Voilà, donc là, la redéfinition, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc là, vous voyez bien que les deux classes A et B, normalement, ils possèdent la méthode salut avec la même signature, même nombre de paramètres, il n'y a plus de paramètres, même type de retour. Et là, je parle en fait de redéfinition. Bien sûr, maintenant, lorsque vous instancez un objet A et B, de la classe A et de la classe B, lorsque vous faites A.salut, c'est automatiquement, vous êtes en train d'invoquer la méthode salut de la classe A. Donc, c'est cette méthode-là que vous êtes en train d'invoquer ici. D'accord? Donc, c'est la première méthode. Et donc là, lorsque vous faites B.salut, ben c'est évident. Là, nous sommes en train d'invoquer maintenant cette méthode-là. D'accord. Maintenant, lorsque vous faites le transitif, c'est-à-dire là, je parle de polymorphisme. Le polymorphisme, ça veut dire une sous-classe est affectée à un objet de superclasse. Donc, un objet de sous-classe est affecté à un objet de superclasse. Là, on commence à parler du polymorphisme. Ça veut dire on change la forme de l'objet. C'est bon? Ça veut dire, donc, ici, donc là, je vais juste expliquer quelque chose avant de vous donner donc là la parole. Donc là, ici, on a créé donc une référence A qui pointe sur un objet A. Un objet, vous avez ici salut. D'accord? Donc, c'est trop difficile de dessiner avec la souris. Et donc là, vous avez ici l'objet B, d'accord? La référence de l'objet B qui pointe évidemment sur un objet B, d'accord, qui possède salut aussi. Alors que vous êtes ici, vous avez ici donc là l'héritage. Vous avez ici l'héritage entre A et B, la classe A et B. Et donc là, donc là, A, elle pointe au départ, A pointe sur le premier objet et B, normalement, elle pointe sur le deuxième objet. D'accord? Lorsque vous faites A est égal à B, ça veut dire que A maintenant, elle pointe plus sur le premier objet. Le A pointe sur le deuxième objet. D'accord? Le A maintenant, la référence de A, elle pointe sur le deuxième objet. Et donc là, lorsque vous faites A.salut, donc automatiquement, le compilateur, elle va vous rediriger vers ça. Vers salut, ça veut dire qu'elle va afficher hello et non pas, en fait, elle va afficher hello et non pas salut que vous avez ici au niveau de A. Donc là, lorsque vous faites A.salut, elle va afficher hello. Voilà, donc il y avait tout à l'heure une question? Non. C'est bon? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Et donc là, je répète, le polymorphisme est lieu lorsque vous avez un héritage entre une classe fille et une classe mère. Et lorsque, normalement, vous affectez un objet de la classe fille vers un objet de la classe mère. Et donc, à ce moment-là, le compilateur, il va transformer le type, en fait, de l'objet déclaré initialement comme étant un objet de la classe mère
Donc, elle va le transformer vers un objet, une référence de l'objet de la classe phi. C'est bon, donc là, pour la surcharge, la redéfinition, le polymorphisme. Bon, on va essayer de faire ça sous forme des exemples. Voilà, donc la dernière fois, on a commencé ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez pensé à l'exercice? Donc, je vous ai demandé de créer une classe personne qui comporte deux chaînes de caractères, le nom et le prénom. Voilà, donc le nom et le prénom. Je vous ai demandé en fait de créer une variable statique. Donc, je vous rappelle, une variable statique, c'est une variable qui est liée à la classe et non pas à l'objet, qui calcule le nombre de personnes instanciées. D'accord? Un constructeur qui accepte en argument le nom de la personne et son adresse. La méthode toString qui retourne une chaîne de caractères, Karim, son adresse et IFES. C'est-à-dire là, est-ce que vous avez pensé à l'exercice avant? Voilà, donc on va essayer, s'il vous plaît, donc là, on va essayer de faire l'exercice ensemble. Donc, on va créer, donc là, je disais que ça, c'est par exemple, on va l'appeler par exemple ville. On va appeler ça ville. Donc là, je vais ouvrir uniquement le dossier ville. Donc, ça, c'est Java, ville. Voilà, donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc, ce qui est demandé dans l'exercice, c'est de créer la classe personne. Donc là, on va essayer de créer une classe Java, personne, personne.java. Donc, public personne. Pardon, public classe personne. Voilà, donc les paramètres que vous avez, en fait, vous avez le nom et le prénom sous forme d'une chaîne de caractères. D'accord, donc tout d'abord, donc, on va les déclarer private. String, le nom. Private, string, prénom. Donc, vous avez aussi, en fait, une variable statique, nom personne. Donc, private int nombre personne. Donc, cette variable-là, c'est une variable statique. Donc là, au départ, donc là est égal à 0. Vous suivez avec moi? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, vous avez une variable statique. Donc là, on va déclarer un constructeur. On va déclarer un constructeur, donc public personne, dans lequel on va passer le nom, donc string nom et string prénom. Bien sûr, donc on va initialiser en fait les attributs que nous avons. Donc 10.nom est égal à nom. 10.prénom est égal à prénom. Bien sûr, lorsque vous créez donc là le constructeur, donc là, on est en train de créer une personne. Et donc là, pour compter le nombre de personnes, à chaque fois que je crée une personne, donc on va incrémenter le nombre de personnes, plus. On va incrémenter le nombre de personnes. D'accord? Voilà, donc vous avez la méthode toString. Et je répète que la méthode toString, s'il vous plaît, la méthode toString, c'est une méthode qui est définie au niveau de la classe object.
D'accord? Et donc là, il s'agit en fait d'une redéfinition de cette méthode-là. Donc là, tout à l'heure, on a dit que chaque classe que vous créez, en fait, automatiquement, elle hérite de la classe object. C'est comme si vous faites explicitement extend object. Bon, ça serait la même chose. D'accord? Donc, si vous faites ça, c'est bien. Si vous ne le faites pas, automatiquement, elle le fait. D'accord? Et donc, automatiquement, lorsque vous appelez donc là, la méthode toString, c'est ce qu'on appelle un override. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une annotation pour redéfinir une méthode. Donc là, vous voyez, donc là, elle est en train d'invoquer en fait la méthode toString de la superclasse. Donc en fait, cette méthode-là, elle retourne le string. Donc, automatiquement, donc, on va retourner en fait un message de la même chose, comme celui-là, comme celui dans l'exemple que vous avez ici. Voilà, donc Karim. Donc, Karim, donc là, on va le remplacer par le nom plus. Voilà. Son adresse est, bon, ça c'est la ville. Oui. Bon, vous êtes nom et adresse, c'est pas prénom. Donc, ça c'est adresse, pardon. Ça c'est adresse. Et donc, automatiquement ici, on va redéfinir ça c'est adresse. Ça c'est aussi adresse. Et ça c'est adresse. D'accord? Voilà, donc ici, donc là, je vais concaténer avec adresse. C'est bon? C'est bon pour la classe? Oui, c'est bon, monsieur. Est-ce que tout le monde avait compris, avait suivi avec moi? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est bon, monsieur. D'accord, donc on va avancer dans l'exercice. Et donc là, vous avez écrit une classe étudiant qui hérite de la classe personne. Donc, étudiant qui hérite de la classe personne. Et donc là, on va créer donc là, une deuxième classe étudiant. .java. Donc, bon, cette classe-là, oui. Oui, extend le personne. Voilà, elle extend. Donc là, je vais normalement étendre de la classe personne. D'accord? Donc là, il vous demande en fait de implicitement donc, utiliser super dans le constructeur. D'accord? Parce qu'elle est plus normalement déclarée. Et donc là, le IDE, normalement, il peut me proposer en fait le constructeur directement. Donc, je peux cliquer sur correction rapide. Et donc là, il me propose d'ajouter le constructeur. On peut normalement l'ajouter donc nous-mêmes. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, il appelle le constructeur et automatiquement, il invoque le super. Donc là, rappelez-vous que super, en fait, super, c'est avec cette méthode-là que je peux normalement invoquer le constructeur de la superclasse. Bon, la superclasse pour nous, c'est personne. Bien sûr, donc là, personne, normalement, il accepte deux paramètres, le nom et l'adresse. Donc là, automatiquement, ici, il crée un constructeur avec minimum nom et adresse et il appelle le constructeur. Et ce n'est pas terminé. Donc là, vous avez, dans la classe étudiant, vous avez deux attributs de type string. Donc, c'est filière et semestre. Et donc là, on va déclarer ici private. On va déclarer string filière, private, string, semestre. Bon, automatiquement, ça, je vais l'ajouter dans le constructeur. Donc, lorsque je crée un étudiant, je vais normalement donner le nom et l'adresse avec, bien sûr, la filière et le semestre. Donc, string filière et string semestre. C'est bon? Donc, bien sûr, donc là, on invoque le constructeur de la superclasse avec super.
Et on va initialiser les attributs de cette classe-là étudiant. Donc, des.filière est égal à filière et des.semestre est égal à semestre. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Donc, le constructeur étudiant, elle est créé. Donc là, minimum, il faut passer ça parce qu'elle étant deux personnes. Et donc là, il faut normalement avoir le minimum pour déclarer la classe étudiant, c'est d'appeler en fait le constructeur de personne avec le nom et adresse. Et en plus, vous avez deux autres paramètres, semestre et filière, qui sont propres à étudiant, qui ne se trouvent pas dans personne et qui sont propres à étudiant. C'est ça l'héritage. L'héritage, ça veut dire la sous-classe, elle prend ce que vous avez dans la superclasse et vous rajoutez d'autres attributs. Donc là, les attributs qu'on a rajoutés, c'est ça, c'est semestre et filière, qui sont en fait initialisés ici. Bon, l'ordre n'est pas important. Vous pouvez commencer par filière, semestre, puis donc là, vous invoquez super. Donc, l'ordre n'est pas donc important. Donc, normalement, il faut commencer par super. Non, pardon, il faut commencer par super. Normalement, c'est recommandé de commencer par le super. Voilà. Donc, vous avez, à part le constructeur, vous avez une variable statique, nombre étudiant, qui calcule le nombre des étudiants. Donc là, on va déclarer donc aussi bien une variable statique, private, statique, int, nombre étudiant au départ est égal à 0. Et donc, toujours dans le constructeur, je vais incrémenter. Quand je crée un étudiant avec le constructeur, automatiquement, j'incrémente le nombre des étudiants. Quoi d'autre? Vous avez donc là la méthode toString. D'accord? Donc, toujours lorsque vous écrivez toString, donc là, puisqu'il y a un héritage, maintenant, elle va hériter de la superclasse. Et donc, la superclasse pour nous maintenant, c'est personne. Ça veut dire lorsque vous appelez toString, automatiquement, il appelle ça. Donc là, vous avez donc là le nom, son adresse est. Voilà, donc on a ça. Qu'est-ce qu'on rajoute ici? Donc là, vous avez Karim, son adresse IFES. Et donc, on doit rajouter ça. Donc là, on devrait rajouter ça. Donc là, vous avez ici étudiant. Vous avez étudiant. Donc, on fait appel à toString de la superclasse qui est personne. Et on va rajouter par rapport à ça, on va rajouter cette sous-chaîne de caractères. Donc là, je vais la copier, je vais la coller. Voilà, donc là, on va faire uniquement maintenant les transformations nécessaires. Voilà. Et prépare son diplôme dans la filière GLM. Maintenant, elle est, tout dépend de est-ce que étudiant ou bien étudiante, elle est au semestre S. Et donc là, je vais concaténer avec semestre. Donc, normalement, je vous rappelle que semestre et filière, ce sont des filières. Donc là, il fallait normalement faire une petite concaténation ici. Donc ici, c'est filière. Voilà. Donc ici, c'est filière. Filière et semestre, je vous rappelle que ce sont des attributs de cette classe-là, étudiant. Donc, chaque étudiant que je le crée, bien sûr, je le crée avec son propre nom, adresse, mais aussi bien la filière et le semestre. Et donc là, lorsque j'appelle toString, elle va m'appeler cette sous-chaîne de caractères. Donc ici, c'est le nom et la ville que vous avez dans la superclasse. Et par conséquent, elle va rajouter ça, elle prépare son diplôme. Et bien sûr, selon la filière que vous avez initié l'objet et le semestre avec lequel vous avez initié l'objet, donc là, elle va vous rendre cette sous-chaîne de caractères. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Bon, monsieur. D'accord.
C'est bien, donc on avance. Maintenant, la classe enseignant. La classe enseignant, voilà, donc ça c'est la dernière classe qui hérite toujours de personnes. Donc là, on va créer donc là, la classe enseignant. Très bien. Qui hérite extends, comme d'habitude, donc extends, qui hérite de personnes. Bien sûr, donc là, c'est le même truc. Hein? Donc là, il faut rajouter le constructeur de la superclasse qui est personne. Donc là, je peux demander à l'IDE de le générer à ma place. Voilà. Et bien sûr, donc là, ça, ce sont les stricts minimums des paramètres qu'il faut passer dans le constructeur, justement pour initialiser le constructeur de la superclasse. Et bien sûr, il y a d'autres attributs que nous, normalement, nous allons rajouter à cette classe enseignant. Donc, vous avez l'attribut matière, hein, elle est de type string. Donc là, on va la déclarer, donc private, string, matière. Donc, un enseignant, il enseigne donc là une matière. Donc, l'enseignant, il a un nom, il a une adresse, mais aussi bien. Donc là, on va le déclarer avec matière. D'accord? Et donc là, je disais this.matière est égal à matière. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a? Donc là, nombre string, donc comme d'habitude, pour calculer en fait le nombre d'objets d'enseignants. Donc là, on va déclarer une variable statique int. Nombre enseignant est égal à 0. Et à chaque fois que j'appelle le constructeur, nombre enseignant plus plus. Après, vous avez la méthode toString. toString. Voilà. Donc là, il fait appel à la méthode toString de personne. Plus, qu'est-ce qu'on va rajouter? Son adresse fs, enseigne la matière. Enseigne la matière. Donc là, je vais normalement rajouter 11. Bon, donc c'est enseigne. Enseigne la matière. Et donc là, je vais concaténer avec quel attribut? Avec quel attribut je vais concaténer? Matière. Matière, très bien. Donc là, je concatène avec matière que vous avez déclaré donc, comme attribut de cet objet-là. Voilà. Donc, on a terminé avec les classes et l'héritage qu'on a créé entre enseignant et personne, étudiant et personne. Maintenant, on va créer une classe. Bon, on va la nommer principale, par exemple. Classe principale. Principale.java. Bien sûr, donc là, la classe principale.java, il dispose de la méthode main. Bon, on a dit que la méthode main, c'est le point de départ de votre programme. D'accord? Donc là, déjà, vous avez le ref. Donc là, on peut exécuter en fait notre programme à partir de cette fonction main. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé? Donc, instancier, donc ici dans le test, instancier 3 objets de type étudiant. Voilà, donc là, on va appeler étudiant. Donc, il se trouve dans le même répertoire, donc ce qu'on appelle le package, on le verra par suite. Donc là, on peut l'appeler sans problème. Déjà, ils sont déclarés publics. Donc, étudiant ET1, par exemple, est égal à new étudiant. Bien sûr, donc là, étudiant, on devrait fournir 4 paramètres. Donc là, le nom, par exemple. Donc là, je disais Adil. Ici, donc là, l'adresse, je disais, c'est FES. La filière, on va GLM. En semestre, hein, nous sommes dans le semestre, par exemple. D'accord? Donc, ça, c'est le premier étudiant. Donc, de la même manière, on peut déclarer d'autres étudiants. Donc, on va déclarer 3 étudiants. Donc, je vais déclarer donc là Oussama. Et par exemple, Asma.
Voilà. Donc, bon, je disais ça, c'est McKinney, par exemple. Juste pour changer. Voilà. Donc, ça, ce sont les étudiants. Donc, on vient de créer 3 étudiants. Après, on va instancier 2 objets de type enseignant. Donc là, on va faire enseignant. ES1 est égal à new enseignant. Et donc là, lorsque vous voulez normalement faire un enseignant, il faut fournir 3 paramètres. Donc là, déjà, vous avez le nom, c'est Ahmed, adresse, donc CFS, matière. Bon, on va faire Java. Donc, je vais créer un deuxième enseignant. Reda. Kazan. Il enseigne UML. C'est bon? Vous avez 5 objets, 3 étudiants et 2 enseignants. Donc, affichez la méthode toString de chaque objet. Donc là, lorsque vous faites et1.toString, donc bien sûr, donc là, quel toString elle va appeler? Quel toString elle va appeler dans ce cas-là? Étudiant. Oui, de étudiant, très bien. Parce que c'est un objet étudiant. C'est un objet étudiant. Voilà, donc toString. Et ES1 aussi point toString, donc elle va appeler en fait toString de enseignant. ES1 point toString. Plutôt, donc c'est ES2 point toString. Donc, on va faire le run. Voilà, donc déjà c'est bon, donc on a exécuté. Donc là, toString, normalement, c'est une méthode qui retourne une chaîne de caractères. Donc ici, on va faire system.out.println. Voilà, donc on va faire ici. Donc ça, c'était quel objet? Je disais, ça c'est ET1. Voilà. Ça c'est ET1, donc je vais répéter ça pour les autres. Ça c'est pour ET2. 3, 4. Voilà, ET1, ET2, ET3, ES1, ES2. Donc là, on réexécute en fait le code. Voilà, donc comme vous pouvez constater ici, voilà. Donc, Adil, Oussama, Asma, ça, ce sont des étudiants, GLM. Donc, ça, c'est le toString de étudiants. Et donc là, normalement, les 2 derniers, ES1 et ES2, puisque ce sont des objets de enseignants. Donc là, il nous appelle le toString de enseignant. Ahmed, son adresse FS, enseigne la matière Java. Donc, pareil pour Reda. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, c'est bon, monsieur. Tout le monde? Il n'y a pas de questions? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de questions pour tout le monde? Non, c'est clair, monsieur. D'accord. Voilà, donc, afficher le nombre de personnes des étudiants et celui de enseignants. Donc, maintenant, si je veux afficher le nombre de combien d'étudiants je dispose et combien d'enseignants je dispose, comment je dois faire? Quelqu'un a une idée pour récupérer le nombre des étudiants? On a déjà une variable statique à ne pas oublier. Oui. Comment je peux récupérer ça? Par le nom de la classe. D'accord. Donc là, soi-disant, en fait, on va faire donc système.
.out.println. Bon, le nom de la classe, par exemple, je veux récupérer pour étudiant. Donc là, je disais étudiant. Un nombre de... Non, il y a plus en fait d'attributs. En fait, non. Donc, je reviens sur étudiant. Je ne peux pas accéder à un nombre étudiant. Oui, car private. Très, très bien. Exactement. Exactement. Donc, je l'ai déclaré, je l'ai déclaré en fait exprès private pour savoir qu'il y a une encapsulation d'informations. Donc là, les attributs qui sont privés, quoique ils sont en fait liés à la classe, mais on ne peut pas en fait y accéder s'ils sont privés. Donc, quelle est la solution? Oui? Oui? Créer des getters ou setters. Très, très bien. Donc, on a en fait deux solutions. La solution la plus basique et la plus simple, on peut faire ici public. Donc, si je fais public, automatiquement ici, je pourrais, voilà, donc je vais déplacer ça. Voilà, donc là, si je fais public, automatiquement ici, je pourrais faire, voilà, donc regardez, donc j'ai le nombre étudiant ici maintenant. Ça va passer. D'accord? Et donc là, vous allez voir, hein, le nombre des étudiants, vous avez 3. C'est ça. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on peut garder ça private. On peut utiliser les getters. Voilà, on utilise getter. Mais donc là, il y a un souci, c'est que ici, la variable elle est déclarée statique. Donc là, je peux utiliser un getter qui va retourner un int, get np étudiant. Donc, ça va retourner np étudiant. Mais il y a un problème, c'est que la variable est déclarée statique. Voilà, donc ici, donc je passe par le getter, get. Donc, qu'est-ce que je devrais faire ici dans ce cas-là? ET1 ou bien ET2 .get. Voilà, donc ça devient en fait le get, get nombre étudiant. Maintenant, ça devient une méthode de l'objet. C'est pas une méthode qui est en fait, c'est pas une méthode qui est liée à la classe. Et par conséquent, je devrais passer par une référence d'un objet. ET1.get nombre étudiant. D'accord? C'est ça? Ou bien, je peux c'est-à-dire spécifier que ça, c'est statique. Oui, oui. Vous voyez? Donc, si vous faites que ça, c'est statique. Donc là, à ce moment-là, je peux aller à travers en fait, le nom de la classe, étudiant.get. Voilà, ça, ce sont les solutions que vous avez, que vous disposez pour en fait, accéder c'est-à-dire à tout ce qui est statique. Donc là, ici, on va faire pareil. Donc, statique int get np enseignant. C'est la même chose. Voilà. Donc, return. Donc, np enseignant. C'est bon? Donc, bien sûr, ici, je peux par exemple spécifier ici nombre des étudiants plus, voilà, donc là, je peux concaténer.